Et voilà, nous sommes de nouveau en direct sur la chaîne du PS Suisse pour Champ Libre sur Instagram, pour un Instagram live, cette fois pour vous préparer pour ce qui se passera samedi lors de la grève féministe du 14 juin en Suisse. Moi, je m'appelle Cédric Vermouth, je suis coprésident du PS Suisse. Et évidemment, comme toujours, je ne débatte du féminisme pas tout seul, mais avec en tout cas des invités bienvenus du groupe socialiste. D'un côté, Brenda Tosto, membre du Parlement fédéral depuis 2023, venant du canton de Vaud. Bienvenue. Merci beaucoup. Premier Instagram Live. Oui, du PS Suisse, exactement. Et Tamara Funicello, présidente pour le moment, seule pour le moment des PS Femmes Suisses, conseillère nationale du canton de Berne. Merci. Si vous avez des commentaires, des questions autour du débat du féminisme en général ou du 14 juin, de la grève féministe en particulier, vous pouvez nous les indiquer directement ici dans les commentaires. On va essayer de les intégrer, toutes vos questions, vos commentaires pendant notre débat. Pour commencer peut-être, le 14 juin, samedi prochain, ça sera déjà la 24e fois, une répétition historique de la grève féministe de 1991. Peut-être Tamara, pour commencer, tu n'étais pas encore en politique en 1991, je suppose, quand la première grève a été déclenchée. Mais est-ce que ça avait une importance politique pour toi, pour ta formation politique, cette grève? C'était la plus grande grève d'ailleurs depuis 1918. En 1991, j'étais présente en fait. J'étais physiquement présente, oui. Je ne sais pas si j'ai dormi ou pas. J'avais 1 an, presque tout petit peu plus qu'un an, mais j'étais présente. Et que la grève féministe, elle a eu un grand impact en ma politique, c'est clair. Moi, j'étais élue en 2019 à cause de la grève féministe. J'étais une des personnes qui a été portée clairement au Parlement avec ce mouvement. Aujourd'hui, pour moi, c'est clair. Moi, je fais partie du mouvement. Je suis une représentante aussi du mouvement. Donc oui, il y a eu un très grand impact dans ma politique. Et cette histoire de 1991, de cette grève féministe, toute l'histoire qui est d'ailleurs aussi évidemment une histoire beaucoup de Christiane Brunner, qui vient de décider, qui était présidente du PS Femmes et du PS Suisse. Est-ce que cette histoire, elle reste toujours importante pour les PS Femmes ou c'est quelque chose qui est déjà un peu oublié dans la nouvelle génération politique? Je pense qu'une des choses les plus belles du PS Femmes, mais du PS en général, je dois dire, c'est la conscience qu'on fait partie de mouvements et qu'on est sur des épaules des personnes qui ont travaillé avant que nous. Donc oui, Christiane, elle est très présente. Elle est présente comme Ruth est présente, Simonetta est présente, Géraldine est présente. Simonetta, je me rouge juste pour clarifier. On est au PS, on dit les noms, quoi. Oui, mais il y a aussi des spectateurs et des spectatrices qui ne sont pas partis du PS. Il faut, quoi. Évidemment. Non, qui peuvent d'ailleurs adhérer à n'importe quel moment. Genre maintenant, par exemple. Exactement. Non, mais ça c'est une responsabilité qu'on a aussi de savoir qu'il y a eu des personnes avant nous qui se sont battues pour les droits des femmes, par exemple, et que nous, on continue ces combats, on les continue dans la rue et on les continue au Parlement. Pourtant, Brenda, cette histoire de la grève féministe, est-ce que ça t'a impacté pour ta décision de prendre une carrière politique, de te lancer dans ce débat, ou c'est quelque chose qui est venu plutôt plus tard pendant l'engagement politique? Je dirais que c'est venu après. Je pense que ce qui a motivé mon engagement peut-être pour l'égalité ou comme ça, c'est plutôt le quotidien. C'est l'ancrage social, familial dans lequel j'ai vécu et qui m'a montré que finalement, si on voulait que les choses changent, il fallait s'engager. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé la voie du Parti socialiste pour le faire, parce qu'il y avait des exemples, des modèles. Et puis ça a permis d'inspirer des jeunes femmes. Ça m'a permis de me donner un peu le courage de me lancer là-dedans, en fait. Et puis c'est après, grâce à la grève féministe, grâce au mouvement des femmes socialistes, qu'on ne se sent pas toute seule. Que la question de l'égalité salariale, c'est un combat commun de société, que la question aussi de lutter contre le harcèlement au travail ou dans la rue, c'est aussi un combat commun qu'on partage toutes. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a renforcé un petit peu l'élan politique dans lequel je voulais m'engager. Pour moi, ça c'est un aspect très important parce que pour moi, c'était central en fait
qu'il y avait le PS Femmes comme parti au sein du PS, donc comme organe qui est là, parce que ça veut dire que le PS, pas seulement dit que le féminisme c'est une très bonne chose pendant qu'il y a les grandes vagues féministes, mais aussi entre les vagues féministes, on a des structures féministes au sein du parti qui garantissent que la thématique ne soit pas oubliée, qui garantit qu'il y a de la critique féministe qui est mise dans des structures qui peut pas juste être écrasée. Et ça, je trouve très, très important. Et pour moi, personnellement, c'était très important pour décider de m'impliquer au sein du Parti socialiste, de savoir qu'il y avait ces structures. Et on est seul parti, en fait, à gauche, à avoir ces structures. Clairement. Et ça, pour moi, c'est vraiment central. Pas seulement à gauche, aussi si on compare avec les autres partis bourgeois, mais ça évidemment, on n'ose même pas comparer la question. Si nous regardons maintenant ce qui s'est passé après le 14 juin 1991, on avait toute cette vague féministe dans les années 90 où on avait une grande augmentation de la représentation féminine au sein des parlements, mais aussi au Conseil fédéral, avec l'élection de Ruth Dreifuss, l'arrivée finalement d'une femme, en tout cas la deuxième au Conseil fédéral. On avait cette impression qu'on était dans une logique où tout le monde croyait que c'était plutôt un développement linéaire, que vers la fin, en tout cas des années 2020-2030, on arrivera à l'égalité plus ou moins totale en ce qui concerne la représentation. C'était l'idée qu'on avait peut-être pendant les années 90. Si on regarde les dernières élections de 2023, on est où aujourd'hui? Si on prend comme premier thème cette question de la représentation féminine, l'égalité des sexes au niveau du pouvoir politique. Je pense qu'il faut revenir sur les faits, sur les statistiques. On a toujours l'égalité salariale qui n'est pas atteinte, on a toujours à peu près 20% de moins de salaire en moins pour les femmes, on a une femme sur deux qui est en temps partiel, on a plus de 80% d'hommes qui ont des postes de cadre. Plus on monte dans la hiérarchie, plus le pourcentage de femmes diminue. On a un vrai problème aussi, non seulement dans le législatif, mais dans les exécutifs. Il y a beaucoup d'hommes qui sont encore présents. Enfin, pour exemple, à Yverdon, on n'est que 2 femmes, et 2 femmes de gauche sur 7. Donc on a encore, au niveau des faits, on est très loin du compte au niveau de l'égalité. Ouais. Je pense que ce qu'il faut faire attention, que si on s'arrête et on ne se batte plus, ce n'est pas juste qu'on arrête sur le status quo, mais on recule. Et pour moi, c'était quand même incroyable que c'est possible en 2025 qu'on a un conseiller fédéral avec seulement 2 femmes dans la chambre du conseiller fédéral. Parce qu'à partir de 1999, on était toujours 3, parce qu'on avait la chancelier fédérale qui était une femme. Et maintenant, on a un chancelier fédéral et on a perdu, entre guillemets, la voix féminine du centre. Donc maintenant, il y en a seulement 2. Et là, on recule vraiment jusqu'à 1999. Et c'est incroyable avec quelle facilité aussi ça s'est passé. Et je pense que si on parle puis aussi plus avant du backlash qu'on est en train de vivre, pas seulement en Suisse, mais en général dans le monde, la représentation, quand même, c'est toujours une mesure très importante parce qu'on voit là que si la représentation elle commence à reculer, ça veut dire vraiment que aussi les partis bourgeois, ils ont complètement quitté la bataille que peut-être avant, ils ont essayé quand même de mener un petit peu, au moins sur le point de la représentation. Je veux revenir sur ce point, parce qu'évidemment, les partis bourgeois, ils nous diraient, oui, bon, on est 2025, on a tous compris que l'égalité est importante, alors n'importe, est-ce qu'on a un homme ou une femme qui est élu, est-ce que ça change vraiment quelque chose dans votre vie quotidienne? Toi, Tamara, en tout cas, tu as vécu la dernière législature avec une assez grande vague du mouvement féministe encore de 2019. Maintenant, on est passé à l'autre législature. Est-ce que ça change vraiment ou est-ce que l'idée de l'égalité est en principe acquise, n'importe qui est élu au Conseil fédéral ou au Parlement? Moi, je trouve que ça change. Enfin, je trouve à différents échelons en politique, ça change. On voit que la dimension humaine, des fois, elle est mise de côté parce qu'on a certains partis bourgeois qui n'arrivent pas justement à se mettre à la place de l'autre, à avoir une certaine compassion, une certaine empathie, une certaine rondeur. Il y a quand même des valeurs, il y a quand même des caractères. Enfin, on est tous différents. Et puis, c'est vrai que je trouve qu'une femme qui déjà se sacrifie plus parce qu'elle doit plus donner, parce qu'elle a plus apporté depuis l'éducation, malheureusement, c'est comme ça, eh bien, elle a quand même plus cette responsabilité
responsabilité partagée de à la fois défendre ses propres valeurs, mais se mettre aussi la place de l'autre. Puis du coup, elle a cette dimension humaine un peu avec plein de thématiques différentes. Puis je trouve ça se voit dans le cadre des commissions. En tout cas, même dans mes commissions très techniques, très masculines, du coup, la commission des transports et télécommunications, où c'est très infrastructure, où il y a 80% d'hommes aussi, on voit que la démarche est très plure, sture. Enfin, c'est vraiment du jargon très technique, puis qu'on oublie de penser voyageurs, clients, famille, prix pour les familles, etc. Et je trouve que ça fait la différence, en fait. Il y a moins de béton dans les têtes, peut-être, pas seulement le béton. Exactement, exactement. Et l'autre côté, je pense qu'il y a moi, j'ai vécu 2 législatures maintenant et je pense que l'atmosphère, elle a changé. Elle a changé au Parlement, elle a aussi changé au dehors du Parlement. Je pense que le vent que nous avons en face, c'est beaucoup plus dur que celui qu'on avait avant. Et je pense aussi au niveau du sujet, pas seulement au niveau de comment on parle ensemble. Si on regarde qu'est-ce que sont les grands enjeux qu'on est en train de discuter, c'est la rente des veuves. On est en train de diminuer la rente des veuves en disant que c'est des légalités. Et en fait, en envoyant encore plus de femmes dans la pauvreté, on est en train de discuter ou de mettre en question, il faut dire, l'assurance pour les mères. Et ça, c'est incroyable, non? On est vraiment en train de discuter si les 14 semaines de protection des femmes après l'accouchement. Exactement, si cette protection, elle devrait être mise en cause. Oh, mon Dieu, et ça, c'est incroyable. C'est terrible. C'est juste une question qui vient d'arriver aussi du public, qui disait, oui, bon, on a peut-être changé d'atmosphère, mais est-ce qu'on a déjà changé de manière de voter ? Est-ce que les bourgeois ont abandonné une certaine position sur l'égalité? Et qu'est-ce qui est le rôle des femmes bourgeois dans ce combat, par exemple, sur l'assurance? Moi, j'ai l'impression que les femmes bourgeois, elles ont perdu un peu le courage. Donc, avec des liens avec lesquels on pouvait travailler encore il y a 2 ans, elles ne marchent plus. Il y a des femmes qui n'ont pas été réélues, qui étaient importantes, en fait, pour faire ce travail au Parlement. Et puis, c'est une chose de dire, est-ce que la manière de voter, elle a changé? Oui, peut-être, mais le vote, c'est juste le pas final. Avant de voter, on essaie toujours de trouver des majorités avant de déposer quelque chose. Et pour moi, c'est très clair. Moi, je dépose beaucoup moins qu'il y a 3 ans, parce qu'en fait, il ne fait pas de sens. Parce que j'arrive pas à avoir. Oui, j'arrive pas à avoir une majorité. Je commence à discuter et je remarque déjà dans les discussions, je vais jamais avoir une majorité, donc j'ai pas de chance. Et c'est ça qui a changé. On n'est pas en train de faire des pas en avant, chose qu'on a fait il y a encore 2 ans, mais on est vraiment en train d'essayer de pas faire des pas en arrière géantes. Oui, moi, je peux juste constater qu'actuellement, je trouve que les positions sont très dures. Je trouve que c'est difficile de faire des majorités, même sur des choses qui sont moins politiques. Et donc, je n'ai pas la comparaison avant, mais je peux constater qu'effectivement, c'est compliqué d'avoir juste de nuancer un peu les propos. J'ai certains partis qui se sont radicalisés, ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre la Suisse alémanique et la Suisse romande sur cette question de l'importance de l'égalité? Si tu remarques quelque chose de différence entre Yverdon et la Berne fédérale, disons. Peut-être que c'est la question de l'égalité, elle dépend aussi de la question du pouvoir d'achat. Et c'est vrai qu'en Suisse romande, on a peut-être un niveau de précarité un peu plus élevé qu'en Suisse alémanique, où c'est plus difficile pour une femme du coup d'avoir un salaire plus élevé, parce que la moyenne des salaires est un peu plus basse quand même que le reste de la Suisse alémanique. Donc du coup, comme la précarité renforce les inégalités, eh bien, je pense que c'est un point d'attention. Et puis on est un peu plus influencé peut-être sur la politique française ou européenne, voire un peu italienne aussi, où on se rend compte que c'est pas des acquis. Qu'on voit avec Meloni en Italie qui remet en question l'avortement, qui remet en question l'égalité. Ça crée dans les rues, du coup, la légitimité à certains groupes, des boys bands, de pouvoir avoir des violences contre des personnalités qui sont, qui sont pas comme eux, en fait, finalement. Et puis ça légitime une certaine violence dans la rue sur la question du genre. Et puis tout ça se répercute, en fait, finalement, après chez nous, au final.
Ça, c'est une tendance générale, malheureusement, qu'on voit évidemment en toute Europe, aux États-Unis encore plus, avec deuxième arrivée de M. Trump à la présidence. Cette politisation de la question de l'égalité, de l'antiféminisme par la droite, c'est pas nouveau, mais ça a pris une nouvelle dynamique depuis quelques mois et quelques années. On est où là-tout? Est-ce que ça vous fait peur déjà? Ou est-ce qu'on est déjà dans le backlash, ou c'est encore une situation ouverte? Non, on est en plein backlash. On est en plein backlash depuis quelques temps. Et il faut aussi toujours faire attention quand on parle de backlash, qu'on prend pas seulement en considération la réalité des femmes blancs avec le passeport suisse, parce que pour beaucoup des gens, le backlash, il est déjà arrivé il y a quelques années, où on met en question le droit de rester en Suisse, par exemple, ou pour des personnes... people of color, où c'est vraiment difficile et où il y a eu une augmentation même de la violence qu'il ne faut pas négliger. Et oui, on est en plein backlash, et oui, ça me fait peur. Et je pense qu'il faut vraiment regarder que maintenant on réagit. Parce que la pire chose qu'on peut faire, c'est pas réagir et se retirer dans le privé. Donc de dire... je n'ai marre, je ne veux plus me battre pour cette égalité parce que je me suis battue pendant, je ne sais pas, 10 ans ou 20 ans, 30 ans, merci à vous. Mais de dire, maintenant, il faut vraiment continuer. Et le PS Femmes, on a présenté un papier. Où, en fait, on a dit qu'on veut une révision féministe de la Constitution parce qu'on veut mettre vraiment les droits fondamentaux des femmes dans la Constitution. Donc, le droit à une autonomie financière, par exemple, le droit à son corps, mais aussi le droit à d'être protégée de la violence machiste et patriarcale. Et je pense que ça, c'est un pas important à faire pour qu'on peut garantir aussi en Suisse qu'on ne fait pas un reculement, parce que ce que Brenda vient de mentionner, qui se passe en Italie ou en France, ça s'arrête pas aux frontières, quoi. Ça peut tranquillement entrer en Suisse aussi. Ou c'est déjà là, en fait. C'est déjà là. Enfin, moi, à Yverdon-les-Bains, on a déjà eu des mouvements d'extrême droite qui ne s'étaient pas nommés comme tels officiellement, mais qui apportent cette vague de masculinistes qui remettent en question sans cesse l'émancipation féminine. Et puis, ça m'est arrivé aussi dans la rue, suite à la pose du drapeau contre l'homophobie, parce que tout récemment, il y avait la journée internationale contre l'homophobie. Un homme qui avait la cinquantaine d'années m'a dit « Mais vous allez trop loin. Pourquoi vous mettez ce drapeau ?» Parce que vous avez mis le drapeau à la mairie ou c'était... Oui, exactement, sur l'hôtel de ville, multicolore. Et mais ces mouvements féministes, cette gauche va trop loin aujourd'hui. Nous, les hommes, on n'a plus notre place. Et puis, en fait, tu poses des questions, puis tu dis « Mais qu'est-ce qui vous gêne concrètement ?» Et qu'est-ce que tu réponds? En fait, moi, je leur explique que le féminisme, déjà, c'est pas contre les hommes. C'est pas ça, la question. Le féminisme, c'est une question de remettre un peu la question des genres sur le même niveau d'égalité pour tout le monde, que les personnalités qui se sentent vulnérables doivent se sentir légitimes d'exister, de décider. Et aujourd'hui, avec la domination masculine, avec le patriarcat, ça écrase les hommes y compris. Et ça, j'ai essayé de lui expliquer, je lui ai donné quelques exemples, et puis je pense que ça va faire son chemin, mais c'est un peu quand même en réaction à l'émancipation féminine qu'on vit aujourd'hui, oui. Mais en partie, juste pour reprendre ce débat, parce qu'on est souvent accusé par la droite en général qu'on allait trop loin, qu'on est trop woke, qu'avec, si on veut avoir que des femmes partout, on pourra pas résoudre les problèmes du monde. D'abord, c'était jamais la revendication, vous avez bien clarifié, mais il y a une toute petite partie où il y a une vérité, évidemment, au centre, que si tu es un homme aujourd'hui, peut-être tu as grandi dans un monde où tu as connu les privilèges politiques et sociétaux, et bien évidemment, l'égalité, c'est un certain recul de ces privilèges. Cédric, toi, comment tu te sens dans ce monde-là? Moi, je suis un homme de... Comment on dit en français? Je ne connais même pas le terme en français. Un homme de quota, 10 ans. Moi, j'étais élu à la coprésidence du PS Suisse parce qu'il fallait un homme, à cause d'une femme. Je profite assez bien de cette situation de la majorité féministe au sein du Parti socialiste. Oui, mais moi, j'ai été élue parce que le Parti socialiste cherchait des femmes. Mais sans le Parti socialiste, je ne me serais pas trouvée moi-même. Je ne me serais pas émancipée. Je n'aurais pas non plus compris que j'étais capable de faire tout ça.
Et puis je pense que c'est important d'avoir certains quotas, d'avoir des seuils, des standards en fait. Parce que c'est vrai que sinon, certaines femmes vont se sentir à chaque fois moins douées qu'un homme parce qu'il prendra plus de place. Puis dans les écoles, on le voit tout de suite. C'est toujours les garçons qui parlent plus fort. Et puis cette inégalité, elle se renforce avec les années si on ne la corrige pas, si on ne la met pas en avant. Donc c'est vrai que je pense que pour certains hommes qui n'ont pas compris qu'il fallait une égalité de genre, eh ben, ça bouscule. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, j'ai reçu ces critiques très, très souvent par des hommes. En fait, la critique que je... Par courriel, je suppose, par email. Oui, par email, par courriel, par téléphone. On choisit Tous les quoi choix, ouais, au milieu de la rue. Il y a du tout. En fait, ils m'accusent que je m'engage seulement pour des femmes. Je trouve très intéressant comme accusation parce que je ne pense pas que... Personne n'a jamais demandé à Markus Ritter, qui est présidente des paysans, on l'a accusé qu'il s'engage seulement pour les paysans. Moi, que je m'engage pour au moins 50% de la population, je dois toujours expliquer pourquoi je m'engage pour au moins 50% de la population. C'est incroyable. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est en fait le fait que les hommes se sont mis en question par les femmes, mais en première... L'homme normal, la première chose que le met en question, c'est pas les femmes, mais en fait, c'est vraiment aussi le système que, comme Brenda a dit, le met dans une situation où il n'y a pas assez de chances, il n'y a pas assez de possibilités, il n'y a pas assez de... un salaire pour vivre, tous ces trucs-là. Et puis, qu'est-ce que ça se passe? Il essaie en fait de prendre le pouvoir qu'il a et de le mettre sur les femmes pour supprimer les femmes. Mais il ne comprend pas que ce n'est pas les femmes son problème central. Et qu'on n'arrive pas à faire ce pas, c'est quand même incroyable. Mais c'est une stratégie qui semble de fonctionner, en tout cas, pour quelques parties de l'extrême droite. Il fonctionne extrêmement bien. Il fonctionne tellement bien qu'en fait, on a un patriarcat dans un capitalisme où il y a un très, très petit groupe de personnes qui profitent et on dit aux autres, si vous nous aidez à supprimer les autres, alors on vous promet que ça serait bien pour vous aussi. C'est quand même incroyable. C'est du chantage et ils jouent avec la peur des gens. C'est clair. Ce qui est le pire maintenant, la droite, qu'ils arrivent à mettre des femmes en avant qui défendent ce programme. Oui. Tu venais de parler de Mélanie Le Pen en France. Ah ouais, mais c'est de l'instrumentalisation pure. Alice Weidel en Allemagne. Clairement, c'est de l'instrumentalisation des femmes pour faire passer leurs idées complètement contradictoires pour l'égalité. Et puis souvent, Mélanie, elle prend ses discours en disant « Mais moi, en tant que femme, vous croyez vraiment que je n'ai pas le droit à la parole, que je n'ai pas la liberté d'expression? Vous m'accusez, moi, de ne pas respecter l'égalité alors que je suis là devant vous. Est-ce qu'il y a un homme qui se dresse devant moi ?» C'est un discours symbolique. C'est juste pour faire de la mise en scène pure et dure par l'extrême droite. C'est facile, sauf que derrière, toutes les lois pour l'égalité s'affaiblissent, puis on le voit dans les faits. Donc c'est vrai que c'est facile d'envoyer une femme d'extrême droite pour défendre les valeurs de l'égalité, quand après le groupe, concrètement, ne vote pas en faveur de mesures pour le congé parental, pour l'égalité salariale, etc. Maintenant, peut-être sur quelques questions très, très actuelles et très, très concrètes. Un des grands chocs, je dirais, du début de l'année 2025, c'était quand même le nombre de féminicides qu'on a vu passer en Suisse. Je crois qu'on est arrivé au 15e féminicide jusqu'avant le 14 juin. Qu'est-ce que ça vous dit et surtout, comment combattre ce phénomène, pas seulement, disons, de violence masculiniste en politique verbale, mais vraiment physiquement, ça semble prendre une nouvelle dynamique assez dangereuse. Tu veux répondre ou... Non. Moi, je pense qu'une des premières armes contre les problèmes de féminicide ou de violence domestique, c'est l'éducation. Je pense que l'éducation, tant au niveau des parents que l'école, a un rôle à jouer majeur pour sensibiliser à la question de l'égalité, des sensibilités, même de la diversité de genre dès l'école, en fait, qui est un vrai programme national renforcé en faveur de l'égalité, qui ait des cours sur la question de l'égalité aussi dans les écoles, et puis qu'on sensibilise les parents à la question de la présence égale entre un père et une mère, ou mère
mère et mère ou père et père, mais que chacun puisse avoir la possibilité d'être présent avec son enfant. Et c'est vrai que le congé parental, c'est une vraie mesure qui permet de lutter contre ça et donc d'être présent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui était présent parce qu'on habitait dans un appartement de fonction où mon père était concierge, pardon, ouais. Et donc, du coup, on habitait vraiment à côté de l'école. Donc, il était toujours là. J'avais autant ma mère que mon père présent et je me suis pas sentie différente. Je me suis sentie différente qu'à partir du moment où j'ai commencé à aller à l'université, où il y a commencé à avoir des différences sociales, salariales, en fait, où là, je me suis rendu compte de tout ça. Donc, je pense que la réponse, c'est vraiment ça, l'éducation et les congés parentaux. La violence, la violence des genres, c'est un phénomène compliqué. Et je pense que c'est toujours important de le dire parce que la droite essaye de nous expliquer que c'est très facile d'éliminer la violence des genres. Et ça, c'est pas vrai parce qu'on vit dans un système patriarcal. Donc, ça veut dire que la violence des genres, c'est vraiment un aspect principal de base de ce système. Ça veut pas dire qu'il est toujours... que la violence, elle est toujours de la même force. Il y a des différents niveaux de force de cette violence, mais elle est toujours présente. Donc, pour éliminer la violence des genres, il faut une égalité des genres. Ça, c'est très clair. Et c'est là où il faut vraiment se battre pour arriver à ce point-là. Mais il faut aussi dire que jusqu'à quand on arrive à abattre le patriarcat, ça va quand même durer encore quelques jours, je pense. D'accord. Je suis très optimiste, mais j'ai l'impression que ça va durer encore quelques temps. Avant le 14 juin, en tout cas. Bah, on essaie, on a 40 je ne sais pas qu'est-ce que tu fais les prochains jours. Encore quelques séances. Non, mais sérieusement, jusqu'à là, il faut vraiment essayer de combattre la violence physique et on doit la combattre d'une partie en endurçant les lois, ça c'est clair, ça c'est des choses qu'on a fait aussi dans les années qui sont les années passées exactement. Surtout aussi le PS a vraiment pu mettre en avant des lois très importantes, le droit pénal sexuel, que c'était une grande victoire du mouvement féministe par exemple. Mais de l'autre côté, c'est exactement la droite qui puis disent toujours « Ah oui, c'est pas problème, on est contre la violence faite aux femmes », mais elle n'est pas prête à prendre en main les sous nécessaires pour vraiment mettre en œuvre puis cette loi qui devrait protéger les femmes. Et c'est là où on a un grand problème, parce qu'on a des lois qui sont pas mal, je dirais, contre la violence faite aux femmes, mais la mise en œuvre, surtout dans les cantons, dans les communes, ça c'est très difficile parce qu'il manque les finances, les ressources pour le faire. Et ça, c'est incroyable. Et moi, j'aime cet exemple pour la campagne contre la violence faite aux femmes au niveau fédéral. On prend en main 1,5 million de francs. Pour le cheval de l'armée, on utilise 2,8 millions de francs toutes les années. Donc presque le double. Et ça c'est un exemple qui me dit, c'est incroyable, on n'est pas prête à me prendre en main les ressources nécessaires pour protéger les vies des femmes dans ce pays. Étant membre d'une exécutive communale, est-ce que les communes ont un rôle à jouer dans ce combat contre les violences, surtout domestiques, probablement, sur ces animaux? Oui, il y a tout un réseau aussi avec les écoles où les enseignants peuvent être proches des élèves. Et puis, il y a un réseau qui est connecté avec le municipal en charge pour pouvoir alerter. Et puis, on peut faire des mesures de prévention, de sensibilisation, des stratégies de communication aussi pour mieux sensibiliser à ces questions de violence domestique et puis pour que l'enfant puisse oser parler aussi quand il est pris entre deux, on va dire, entre les conflits internes des familles et que la femme puisse, avec des maisons style La Vie, pour parler et puis dénoncer ça. Puisqu'après, c'est vrai qu'une fois qu'une femme parle, ça libère la parole d'autres femmes aussi. On a notamment la question aussi du harcèlement de rue, où, disons, l'équipement public peut faire un bout, mais c'est vrai que si la police n'est pas sensibilisée à être attentive à ce genre de comportement, eh bien, c'est difficile de la mettre en œuvre totalement. Donc, il y a aussi ça. Les campagnes d'affichage, sensibilisation, ça aide beaucoup, oui.
Si on prend une des discussions que vous avez déjà mentionné plusieurs fois, mais juste pour expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé, on a ce débat qui vient d'être déclenché de nouveau au niveau fédéral sur le congé parental. Là, on a une initiative populaire qui a été lancée d'un côté, et de l'autre côté, une décision assez étrange d'une commission compétente du Conseil national. Qui pourrait nous expliquer l'état actuel des choses? Non, mais moi, j'étais dans ces commissions par hasard. Parce que normalement, je ne suis pas là. Exactement, ce n'est pas ta commission habituelle. Non, j'étais vraiment le remplacement du remplacement. C'était un peu compliqué. Les adversaires ont dû avoir peur. Non, mais moi, j'étais là, je ne savais pas quoi faire. Mais juste pour expliquer, on peut remplacer un membre ou un membre de la commission si cette personne n'est pas la possibilité de venir à la séance. Et ça, on fait assez souvent au sein du groupe socialiste. Exactement. Oui, on le fait assez souvent, mais normalement, on est un peu préparé. Et moi, je ne m'expectais pas du tout ça. Je suis entrée dans cette séance qui était déjà en train de se passer. Et oui, vraiment, cette personne de la droite a dit « Ah bon, maintenant, c'est bien d'avoir un congé parental, on est tout d'accord. » Moi, j'étais déjà un peu étonnée de ces prises de position. J'étais genre « Oh, on a fait des pas en avant. » J'étais en train de féliciter le mouvement féministe, le socialisme, tout ça. Et puis, elle ajoute « Mais il ne faut pas augmenter le nombre de semaines à disposition, mais il faut prendre les 14 semaines pour les mères, les 2 semaines pour les pères, et puis tout le monde peut partager comme il veut. » Donc, en fait, on est en train de mettre en question les 14 semaines de congé maternité pour les femmes pour donner plus aux pères. Et pourquoi ça serait un problème? C'est une solution libérale. Disons je me fâche. Non, il n'y a aucun gain, il n'y a aucune augmentation du nombre de semaines pour les parents dans leur ensemble. Parce que c'est bien ça l'enjeu, c'est qu'il y ait autant que le père se sente légitime de rester présent avec ses enfants longtemps, plus que 2 semaines. 2 semaines, c'est rien. Et que la mère, elle ait le droit de dire « c'est pas à moi de tout porter ». Et donc, 14 semaines, c'est juste le temps, j'imagine, de souffler, d'expulser et de souffler. Enfin, si j'y vais un peu franco. Et puis, du coup, plus du tout la possibilité. Littéralement. Oui. Non, mais bon, c'est ça, c'est que c'est pas un gain, en fait. Donc, ça permet pas d'augmenter la question de l'égalité de la présence des parents. Et surtout qu'en Europe, il me semble que la moyenne est de quoi, 58 semaines, 58 semaines de congé parental. On est vraiment loin du compte. Non, mais puis c'est incroyable, non? Tu dis à une personne qui a mis au monde un enfant, « Ah, c'est gentil, maintenant, donne encore quelques semaines à ton mari, comme ça que vous pouvez vivre un peu mieux l'égalité. » Mais on rigole, là? Non, mais vraiment, moi, j'étais tellement fâchée parce que il faut les deux. C'est pas si compliqué. Il faut un congé maternité parce que... à cause de la santé, à cause d'effets très corporels aussi. Mais de l'autre côté, il faut aussi un congé parental. Il faut les deux. Et ce n'est pas un enjeu qu'on peut mettre envers l'autre. Il faut les deux. Et c'est exactement ça, la différence entre égalité de droite et le féminisme de gauche. Parce que l'égalité de droite, il veut juste qu'on a toutes les mêmes possibilités, n'importe pas quels besoins ils sont là. Et les possibilités, ça s'oriente toujours vers le bas. Et un féminisme de gauche, il porte en avant les deux. Un féminisme de gauche, il est là pour dire aux mères, oui, vous avez besoin de plus de semaines. C'est clair, 14 semaines, c'est pas assez. Mais en même temps de dire au père, c'est juste que vous pouvez rester à la maison plus longtemps, c'est juste que vous pouvez avoir la possibilité de connaître vos enfants, d'être là pour vos enfants, et puis de vivre une vie plus égalitaire. C'est ça le but. Et c'est exactement là le problème, et c'est aussi un peu un combat qui est en train de se passer sur le mot égalité, parce qu'il y a vraiment la droite qui essaye de prendre ces mots d'égalité et de dire « Ah, c'est l'égalité si les femmes doivent aller au service militaire, par exemple, oui, c'est le prochain débat qui nous attend. L'âge de la retraite. Oui, l'âge de la retraite, exactement. Et ça, c'est pas le but. C'est pas le but de péjorer la situation de vie des personnes. Le féminisme, ça améliore la situation de vie de tout le monde. C'est ça la différence. Je voulais juste revenir pour la fin exactement sur cette dimension que tu viens de mentionner,
à quel niveau, ou quelle importance vous attribuez à l'égalité, disons, à l'indépendance économique des femmes dans tout ce combat, soit au féminicide d'un côté, c'est la question de l'égalité au sein d'un couple pour tout le travail à domicile. On vient d'avoir des nouveaux chiffres, de nouvelles chiffres qui sont sortis, je crois, la semaine passée sur la répartition des travails. Si on regarde plusieurs années, on peut dire en gros, les hommes et les femmes, ils travaillent plus ou moins ils ont le même volume de travail en Suisse, mais ce qui est assez impressionnant, les femmes travaillent beaucoup moins pour un travail rémunéré. L'égalité est plutôt en recul même. Si on regarde ce qui se passe à la maison, tout le travail domestique, trop de travail autour de l'éducation des enfants, etc. Travail de care, comme on dit. Où sommes-nous là autour de ce débat? Quelle importance au traitement des femmes en ce qui concerne les salaires, par exemple, les rentes, et cette possibilité d'avoir une indépendance économique féministe? C'est un point central, c'est essentiel, c'est presque même le point de départ. Une femme, lorsqu'elle est indépendante financièrement, elle pense librement. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dépendante de son mari ou de son conjoint qui peut-être lui fait subir du mobbing, du harcèlement sans même le savoir, ou qu'elle est plus sous cette emprise. Parce qu'elle se dit, finalement, je peux m'en sortir, je ne suis pas dans une situation précaire. Et je ne dépends pas de cet homme-là qui m'a tant donné, en fait. C'est tout un autre mécanisme. On change de mentalité. Et l'indépendance financière, tant au niveau du salaire que des rentes, que d'autres indemnisations, elle est essentielle. Sinon, alors, à chaque fois, elle dépendra de quelqu'un, soit de ses parents, de son père, ou alors de son frère, ou de son oncle, ou alors de son conjoint. Et c'est ce qui la mettra toujours dans une situation de soumission, en fait. Est-ce que dans ce point de vue, le vote qu'on aura la semaine prochaine, jusqu'après le 14 juin, sur l'attaque de la droite bourgeoise contre le salaire minimum dans les cantons, est-ce que c'est dans cette logique aussi un combat féministe? Absolument. C'est exactement ça que Brenda est en train de dire. Il faut comprendre la non-indépendance des femmes comme de la violence, parce que c'est ça au final. C'est de la violence contre les femmes parce qu'on les tient dans une situation de dépendance où elles n'ont pas la possibilité de partir, elles n'ont pas la possibilité de changer de job, de louer un appartement s'il veut partir, par exemple. Toutes ces choses-là, ça, c'est pas possible. Et donc, si on attaque le salaire minimum, en fait, ce qu'on fait, c'est attaquer les femmes, parce que ce sont les femmes qui gagnent le moins dans ces pays. Et il faut vraiment qu'on évite ça. Il faut vraiment qu'on prenne en considération les salaires féminins comme un des pas vers l'égalité. Mais de l'autre côté aussi, comme déjà mentionné, le travail non rémunéré. Parce qu'en fait, sans ce travail, ce pays, il ne marcherait pas. Il ne marcherait pas. Mais en même temps, on n'est pas prête à prendre en considération ça au niveau macroéconomique. Et ça ne va pas. Il faut commencer à penser ce travail comme un travail de base pour que la société peut exister même. Et là, on est vraiment loin de cette manière de penser, malheureusement. Le 14 juin, maintenant, ce samedi, se tiendra de nouveau dans toute la Suisse. Est-ce qu'il y a un manifeste, une revendication particulière en 2025 que cette grève mettrait en avant? Il faut comprendre que les grèves féministes, et moi je trouve que ça c'est très très important, ils s'organisent elles-mêmes. Ce n'est pas un événement des partis, ce n'est pas un événement des syndicats, c'est vraiment un mouvement des... C'est pas le politburo qui décide, comme chez nous. Exactement. Non, mais il y a toujours, chaque année, il y a la NZZ qui me demande, mais c'est qui a écrit ce truc? C'est les gens qui ont écrit ces trucs. C'est vraiment, ce sont des personnes qui se sont retrouvées, qui ont écrit un manifeste. Donc, ça dépend un peu de où on se retrouve. Mais c'est clair que le backlash de la droite est un grand thème, le fascisme est un grand thème qu'on est en train de discuter. La violence faite aux femmes est centrale. La violence aussi contre les personnes LGBT, aussi centrale, parce qu'on est là sur le moment. Oui, que chacune se sente libre d'aller revendiquer leurs propres besoins, leurs propres droits. Et c'est bien l'intérêt de la grève féministe, vraiment. Est-ce qu'on retrouve toutes les informations de nouveau sur Internet, sur le site web du 14 juin, qui est disponible dans toutes les langues? C'est le moment de se mobiliser, évidemment, pour ce 14 juin. Il y a la place pour chacun et chacune, évidemment, pour mener ce combat. Je remercie d'avoir pris le temps,
Brenda et Tamara. Merci. Tout Merci, bon Tamara. pour la deuxième semaine de la session et la troisième. On espère d'avoir quelques succès féministes quand même pendant cette séance. Et on se retrouvera toutes et tous lors de la grève féministe, peut-être à Berne ou dans une autre ville de Suisse, ce samedi, le 14 juin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci d'avoir suivi ce débat et cette discussion sur Champ Libre, sur Instagram, cette discussion du PS Suisse. Si ça vous a semblé intéressant, n'hésitez pas à informer vos amis et vos copains et copines. On vous enverra dans quelques jours encore le lien où on pourra re-regarder toute l'émission sur YouTube et la redistribuer sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui ce midi. Et tout bon pour la fin de la semaine.